Par un matin brumeux d'octobre 1823, les habitants du comté de Charleston, en Caroline du Sud, découvrirent quelque chose qui allait hanter leur communauté pendant des générations. 7 personnes réduites en esclavage avaient disparu durant la nuit de la plantation Ravenscraftoft, ne laissant derrière elles que leurs entraves et un unique document taché de sang portant le sceau du colonel Thaddeus Ravenscraftoft. Ce que les autorités trouvèrent dans ce document révéla un réseau de trahison, de cupidité et de cruauté calculée qui s'étendait jusque dans les plus hautes sphères de la société sudiste. Pendant près de 2 siècles, la famille Ravenscraftoft dépensa des fortunes pour garder cette histoire enfouie. Mais une correspondance récemment découverte révèle l'horreur véritable de ce qui fut connu sous le nom de « le massacre du cadeau de mariage ». La vérité sur le présent offert par le colonel Ravenscraftoft à sa jeune épouse ne détruirait pas seulement sa propre famille, elle remodèlerait l'équilibre du pouvoir d'une région entière. Avant de poursuivre l'histoire du colonel Thaddeus Ravenscraftoft et de son arrangement matrimonial mortel, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres mystères historiques sombres. Dites-nous également dans les commentaires de quel État ou de quelle ville vous nous écoutez. Nous aimons échanger avec des passionnés d'histoire qui savent apprécier les zones d'ombre du passé américain. Le document qui survécut à cette nuit terrible fut plus tard décrit par le maire de Charleston comme « la preuve la plus accablante de calcul humain que j'ai jamais vue ». Mais pour en comprendre la véritable signification, il faut revenir à l'origine de ce cauchemar. Le comté de Charleston, en 1822, représentait tout ce que le Sud d'avant-guerre aspirait à devenir. Les plantations de coton s'étendèrent sur le paysage comme des mers vertes, leurs profits finançant de somptueuses demeures et des réceptions élaborées imitant l'aristocratie européenne. Parmi l'élite des planteurs, peu inspiraient autant de respect que le colonel Thaddeus Ravenscraftoft, dont le service militaire durant la guerre de 1812 lui avait valu honneur et vastes concessions de terre accordées par le gouvernement. Ravenscraftoft possédait l'esprit calculateur d'un stratège né. Mesurant bien plus d'1,80 m, avec des yeux gris perçants et une barbe soigneusement entretenue, il attirait l'attention dans chaque pièce où il entrait. Sa voix portait l'autorité de quelqu'un habitué à une obéissance absolue, qu'il s'agisse de soldats sous son commandement, ou des 200 personnes réduites en esclavage qui travaillaient dans ces immenses champs de coton. Ceux qui le connaissaient le décrivaient comme un homme aux principes rigides et à la détermination inébranlable, des qualités qui avaient bâti sa fortune et qui orchestreraient finalement sa chute. La plantation Ravenscraftoft s'étendait sur plus de 3000 acres de terre fertile de Caroline du Sud, exploitées par des familles asservies au service de la lignée depuis des générations. Contrairement à de nombreux propriétaires qui considéraient leurs esclaves comme de simples unités économiques, Ravenscraftoft tenait des registres détaillés sur chaque individu. Compétences, liens familiaux, histoire personnelle et, de manière plus troublante encore, leur valeur monétaire estimée, mise à jour chaque mois selon le marché et leur capacité physique. Sa future épouse, mademoiselle Cordelia Peyton, provenait de l'une des familles les plus en vue de Savannah. À 23 ans, elle possédait à la fois l'éducation raffinée attendue d'une dame du Sud et un héritage qui augmenterait considérablement les possessions des Ravenscraftoft. Leurs fiançailles, annoncées au printemps 1822, furent célébrées comme l'union parfaite entre l'honneur militaire et l'ancienne richesse des plantations. Ce que les invités ignoraient, c'est que Cordelia nourrissait des ambitions bien au-delà du rôle traditionnel d'une épouse de planteur. Durant leur cours, menés à travers des visites formelles et des promenades soigneusement chaperonnées dans les jardins de Ravenscraftoft, Cordelia manifesta un intérêt inhabituel pour les aspects de gestion de la plantation. Là où la plupart des femmes de son rang se concentraient sur la maison et les obligations sociales, elle posait des questions précises sur les rendements agricoles, l'organisation du travail et les marges bénéficiaires. Impressionné par son sens des affaires, Ravenscraftoft commença à partager avec elle des informations habituellement réservées à ses associés masculins et partenaires potentiels. Se dessinait alors le portrait d'une femme dont l'intelligence égalait la beauté, mais dont la boussole morale avait été déformée par une enfance plongée dans une immense richesse, bâtie sur la souffrance humaine. Le père de Cordelia, Horatio Peyton, avait fait fortune non seulement grâce au coton, mais aussi par l'achat et la vente de personnes réduites en esclavage à travers plusieurs États. Elle avait grandi en considérant des êtres humains comme des marchandises à échanger, à faire se reproduire et à éliminer selon les exigences du marché.
Leur mariage, prévu pour octobre 1822, s'annonçait comme l'événement mondain de la saison. Des invitations furent envoyées à des familles de planteurs de la Virginie à la Louisiane et les préparatifs commencèrent pour une célébration de 3 jours. Ravenscraft-Toft ne regarda pas à la dépense. Champagne français importé, musiciens venus de la Nouvelle-Orléans et même une vaisselle spéciale commandée en Angleterre, ornée des armoiries combinées des familles Ravenscraft-Toft et Peyton. Mais à l'approche des noces, Cordelia formula une demande qui déclencherait une chaîne d'événements vouée à détruire tout ce que Ravenscraft-Toft avait construit. Lors d'un dîner privé en septembre, elle demanda à son fiancé quelque chose qu'aucune jeune mariée du Sud n'avait jamais exigé comme cadeau de mariage. La propriété totale et le contrôle exclusif de 7 personnes réduites en esclavage spécifique de sa plantation. La conversation eut lieu dans le cabinet privé de Ravenscraft-Toft, une pièce tapissée de cartes militaires, de portraits de famille et de registres détaillant chaque aspect de son empire agricole. Dehors, le tonnerre de septembre grondait au-dessus des champs de coton, tandis que Cordelia présentait son étrange requête avec le même calme méthodique qu'elle aurait employé pour discuter de composition florale ou du menu du banquet. « Mon cher Thaddeus », commença-t-elle, d'une voix dont la nuance fit se raidir le colonel dans son fauteuil de cuir. « J'ai réfléchi à la meilleure manière de contribuer à la prospérité de notre foyer après notre mariage. Je crois pouvoir vous être plus utile que vous ne l'imaginez. » Ravenscraft-Toft l'écouta exposer son projet avec un détail clinique troublant. Elle voulait 7 individus précis, une unité familiale composée de 2 parents, de 3 enfants adultes et de 2 petits-enfants, transférés sous sa propriété exclusive par des documents légaux, la désignant comme leur seule maîtresse, indépendante de l'autorité de son mari. Son raisonnement, expliqua-t-elle, était à la fois personnel et lucratif. Ces 7-là constituent un groupe expérimental parfait, poursuivit Cordelia, en sortant un portefeuille de cuir rempli de notes détaillées sur chacun d'eux. La génération la plus âgée possède des compétences précieuses en forge et en travail textile. La génération intermédiaire comprend une femme dotée d'un talent exceptionnel pour la médecine par les plantes et les soins, ainsi qu'un homme à la force remarquable, parfaitement adapté aux travaux agricoles les plus pénibles. Quant aux enfants, ils sont assez jeunes pour être modelés selon de nouvelles méthodes de formation que j'ai étudiées. Ce que Cordelia ne révéla pas immédiatement, c'était la véritable nature de ces méthodes expérimentales. Par le biais de correspondances avec des contacts à Cuba et au Brésil, elle avait pris connaissance de techniques de gestion des plantations jugées trop extrêmes, même selon les standards du Sud d'avant-guerre. Ces méthodes impliquaient une manipulation psychologique systématique, des programmes de reproduction contrôlés et des systèmes de châtiment conçus pour briser non seulement la volonté individuelle, mais aussi les liens familiaux, susceptibles d'entraver une obéissance absolue. Ravenscraft-Toft se retrouva face à une situation sans précédent. La demande de Cordelia remettait en question les fondements mêmes des rôles conjugaux et du droit de propriété qui soutenaient la société sudiste. Les épouses gérèrent généralement les esclaves domestiques, mais elles ne possédaient pas indépendamment les travailleurs des champs, ni ne se livraient aux calculs brutaux nécessaires à l'extraction maximale du travail. Pourtant, il était aussi intrigué par sa proposition économique. Les prix du coton fluctuaient de manière imprévisible et les planteurs de la région cherchaient tous des moyens d'accroître l'efficacité et de réduire les coûts. Si les méthodes de Cordelia s'avéraient efficaces, elles pourraient être appliquées à l'ensemble de sa main-d'œuvre, augmentant potentiellement les profits de façon significative. Au fil de plusieurs nuits de discussion, ils élaborèrent ce qu'ils appelèrent la méthode Peyton, un système complet de gestion des personnes réduites en esclavage, destiné à maximiser à la fois la productivité et le contrôle psychologique. Les 7 individus choisis serviraient de sujet d'essai, et leur réaction déterminerait si ces méthodes seraient étendues à toute la plantation après le mariage. Les arrangements juridiques s'avérèrent complexes et nécessitèrent une discrétion allant bien au-delà de la confidentialité habituelle des affaires. Ravenscraft-Toft engagea l'avocat charlestonien Marcus Bellwether, réputé pour traiter les dossiers sensibles des plantations avec un silence absolu. Bellwether rédigea des documents transférant la pleine propriété des 7 individus à Cordelia lors de leur mariage, assortis de clauses destinées à garder l'accord secret vis-à-vis des autres planteurs et des autorités locales. Ce qui rendait l'arrangement particulièrement sinistre était une clause sur laquelle Cordelia insista. Les 7 personnes seraient déplacées vers une zone reculée de la plantation,
où ces expériences pourraient se dérouler sans interférence des autres travailleurs asservis, ni regard indiscret des visiteurs. Un bâtiment séparé, déguisé en atelier textile, servirait à la fois de logement et de lieu d'application des nouvelles techniques de gestion. À l'approche d'octobre, Ravenscraft se convainquit que la demande inhabituelle de sa future épouse relevait d'une innovation commerciale avant-gardiste plutôt que d'une cruauté calculée. Il avait bâti sa fortune sur des risques mesurés et une pensée stratégique, des qualités qu'il reconnaissait désormais chez Cordelia. Leur mariage serait plus qu'une union sociale. Ce serait un partenariat commercial destiné à révolutionner la gestion des plantations dans tout le Sud. Ce qu'aucun d'eux n'avait anticipé, c'est que la rumeur de cet arrangement singulier parviendrait à des oreilles extérieures à leur cercle de confiance, déclenchant une suite d'événements qui transformeraient leur célébration nuptiale en quelque chose de bien plus sinistre. 15 octobre 1822. Le jour se leva sous cette clarté automnale nette et vivifiante qui faisait paraître le comté de Charleston comme un paradis sur terre. La plantation Ravenscraft avait été transformée pour la célébration du mariage. Des rubans de soie blanche ornaient les chênes bordant l'allée principale et des tables chargées de mets délicats étaient disposées sur l'ensemble du vaste domaine du manoir. Plus de 200 invités arrivèrent tout au long de la matinée, leurs carrosses formant une procession qui s'étendait sur des kilomètres le long des routes de campagne. Parmi les convives se trouvaient certaines des familles les plus puissantes du Sud d'avant-guerre. Le gouverneur Richardson lui-même était présent, accompagné de sénateurs, de juges et de propriétaires de plantations dont la richesse cumulée suffisait à influencer les législations étatiques et fédérales. La cérémonie eut lieu dans le pavillon de jardin de la plantation, Cordelia rayonnante dans une soie française importée et Ravenscraft resplendissant dans son uniforme militaire. Mais la véritable portée de cette journée se révéla lors de la cérémonie de présentation des cadeaux, une tradition au cours de laquelle le marié annonçait publiquement le présent offert à son épouse. Ravenscraft avait soigneusement préparé ce moment, conscient que son cadeau serait commenté dans les salons de Virginie jusqu'en Louisiane pendant des mois. Debout devant l'assemblée, Ravenscraft demanda le silence et entama ce qui deviendrait le discours de mariage le plus infâme de l'histoire de la Caroline du Sud. « Mes chers amis, déclara-t-il d'une voix portant clairement à travers le jardin, il est d'usage qu'un époux offre à sa femme des bijoux, de beaux vêtements, ou peut-être un nouveau carrosse. Mais ma bien-aimée Cordelia a demandé quelque chose de bien plus pratique et tourné vers l'avenir. » La foule écoutait avec une fascination croissante, tandis que Ravenscraft décrivait son cadeau. La propriété légale de 7 personnes réduites en esclavage, choisies spécifiquement pour la diversité de leurs compétences et leur potentiel dans ce qu'il appelait des approches innovantes de gestion. Il loua le sens des affaires de son épouse et son désir de contribuer activement à la prospérité de la plantation grâce à des méthodes améliorées d'efficacité du travail. Ce que les invités entendirent, c'était un officier militaire respecté, faisant l'éloge de l'esprit entrepreneurial de sa femme et de son engagement en faveur de l'amélioration de la plantation. Ce qu'ils ne pouvaient pas savoir, c'est qu'au même instant, les 7 personnes concernées étaient arrachées de force à leur famille et déplacées vers le bâtiment isolé, où les expériences de Cordelia commenceraient immédiatement après les festivités. La réaction des invités fut mitigée, mais globalement positive. Plusieurs propriétaires de plantations s'approchèrent de Ravenscraft au cours de la soirée pour s'enquérir des méthodes de Cordelia, exprimant leur intérêt pour des arrangements similaires avec leurs propres épouses. L'idée d'impliquer plus directement les femmes instruites du Sud dans la gestion des plantations parut à beaucoup comme une adaptation progressiste à l'évolution des conditions économiques. Cependant, tous ne partagèrent pas cet enthousiasme. Le docteur Edmund Fitzgerald, médecin du comté ayant soigné des personnes asservies sur de nombreuses plantations, fut profondément troublé par le langage clinique employé par Ravenscraft pour décrire des êtres humains comme des sujets expérimentaux et des cas d'essai en gestion. De même, le révérend Samuel Hartwell, dont la congrégation comptait plusieurs familles de planteurs, perçut quelque chose de fondamentalement pervers dans le fait de transformer un cadeau de mariage en opportunité de ce qui ressemblait à une cruauté systématique. Au fil de la soirée, tandis que le champagne coulait à flot, Cordelia elle-même donna des détails supplémentaires qui auraient dû alarmer bien plus d'invités qu'ils ne le furent. Elle parla avec enthousiasme de la nécessité de briser les dépendances familiales qui nuisent à l'efficacité du travail
et d'instaurer de nouveaux cadres psychologiques fondés sur l'obéissance absolue. Ses propos, livrés sur le même ton enjoué que lorsqu'elle évoquait les compositions florales ou la planification des menus, rendaient à leurs implications sinistres faciles à ignorer pour des auditeurs grisés par l'alcool. Les célébrations du mariage se poursuivirent pendant 3 jours comme prévu, avec des dîners fastueux, des bals et des divertissements qui seraient longtemps évoqués comme l'un des plus beaux rassemblements mondains de l'histoire de la région. Mais tandis que les invités se réjouissaient dans le manoir principal, le travail avait déjà commencé dans le bâtiment isolé où les 7 personnes asservies faisaient face au début du programme expérimental de Cordelia. L'horreur dans le comté de Charleston ne faisait que s'intensifier. La véritable nature des méthodes de Cordelia ne deviendrait visible pour le monde extérieur que plusieurs mois plus tard. Mais les 7 personnes soumises à ces expériences comprirent immédiatement qu'elles étaient victimes de quelque chose de bien plus sinistre que la brutalité ordinaire des plantations. Le bâtiment que Cordelia avait désigné pour son programme expérimental se trouvait à environ 3 kilomètres de la maison principale, relié par un sentier étroit serpentant à travers une dense forêt de pins. Construit à l'origine comme un séchoir à tabac dans les premières années de la plantation, il avait été largement modifié selon les spécifications détaillées de Cordelia durant les mois d'été précédant son mariage. La structure présentait désormais des murs renforcés, des fenêtres grillagées placées trop haut pour offrir une vue sur l'extérieur, ainsi qu'une série de petites pièces conçues pour loger des individus en isolement lorsque Cordelia jugeait la séparation nécessaire à ses techniques de manipulation psychologique. Plus troublante encore était une chambre centrale qu'elle appelait la salle d'instruction, équipée de dispositifs de contention et d'instruments de punition dépassant largement tout ce que l'on trouvait habituellement, même dans les plantations les plus dures. Les 7 personnes choisies pour l'expérience de Cordelia représentaient 3 générations d'une même famille au service de la plantation Ravencraftoft depuis plus de 30 ans. Joshua et Rebecca Kane, tous deux dans la cinquantaine, possédèrent des compétences précieuses de forgerons et de couturières. Leurs 3 enfants adultes, Samuel, 28 ans, Mary, 26 ans, et David, 24 ans, avaient été formés à diverses tâches agricoles et étaient considérés comme parmi les travailleurs les plus fiables du domaine. Les 2 jeunes enfants de Mary, âgés de 6 et 9 ans, complétèrent l'unité familiale. Ce qui rendait cette famille particulièrement précieuse aux yeux de Cordelia était la force de leurs liens affectifs et leur réputation de soutien mutuel dans les moments difficiles. Ses recherches l'avaient convaincu que briser ces connexions familiales produirait des travailleurs plus dociles et plus productifs, entièrement concentrés sur leurs tâches assignées, plutôt que sur des relations susceptibles de faire obstacle à une obéissance totale. Les méthodes de Cordelia commencèrent par un isolement systématique destiné à détruire les systèmes de communication et de soutien de la famille. Chaque individu fut assigné à un logement séparé et interdit de parler aux autres membres de sa famille, sauf durant des périodes de travail surveillées. Les repas étaient servis à des horaires différents afin d'empêcher toute interaction sociale, et toute tentative de communication entraînait une punition affectant non seulement la personne concernée, mais aussi des membres de la famille choisis au hasard. La manipulation psychologique s'étendait à la diffusion délibérée de fausses informations destinées à créer méfiance et suspicion entre les membres de la famille. Cordelia disait à Joshua que son fils Samuel avait critiqué la qualité du travail de son père, tout en affirmant à Samuel que son père avait demandé des punitions supplémentaires pour la prétendue paresse de son fils aîné. Ces rapports fabriqués créèrent des tensions et des doutes qui érodèrent progressivement la confiance et l'affection ayant soutenu la famille lors d'épreuves antérieures. Mais la technique la plus innovante et la plus cruelle de Cordelia était ce qu'elle appelait le lien de productivité. Les membres de la famille étaient contraints de se concurrencer dans diverses tâches, sachant que la performance supérieure de l'un entraînerait un meilleur traitement, tandis qu'une performance jugée insuffisante provoquerait des punitions non seulement pour l'individu concerné, mais aussi pour ses proches. Ce système transforma la loyauté familiale naturelle en une source de peur et de culpabilité, chaque action ayant un impact direct sur le bien-être de ceux que chacun aimait le plus. Les mois d'hiver offrirent des conditions idéales pour le programme de Cordelia. Les journées plus courtes, impliquant des périodes de confinement prolongées et un contact extérieur limité. Elle tenait des registres écrits détaillés sur les réactions de chaque individu à ces différentes techniques, notant les changements de comportement, les niveaux de productivité
et les signes d'effondrement psychologique avec la même précision clinique qu'elle appliquait autrefois à la gestion des comptes du foyer paternel. Les conditions physiques dans le bâtiment modifié étaient volontairement dures, mais pas immédiatement mortelles. Cordelia comprenait que des sujets morts ou gravement blessés ne fourniraient aucune donnée utile et risqueraient d'attirer une attention indésirable de la part d'autres travailleurs ou de visiteurs. Elle se concentra donc sur la création d'un inconfort constant et d'une incertitude permanente, destinée à user la résistance psychologique sans laisser de traces visibles de mauvais traitements. Les rations alimentaires étaient soigneusement calculées pour maintenir la santé tout en instaurant une faim permanente, utilisée à la fois comme punition et comme récompense. Les conditions de couchage étaient conçues pour empêcher le repos et la récupération. Matelas trop fins, couvertures insuffisantes et positions de sommeil délibérément inconfortables laissèrent les individus épuisés et plus vulnérables à la manipulation psychologique. Tout au long des mois d'hiver, Cordelia rendait visite quotidiennement à ses sujets expérimentaux, toujours accompagnée de 2 surveillants de confiance, tenus au secret le plus absolu concernant ses arrangements particuliers. Elle observait leurs réactions à ces différentes techniques, interrogeait chaque individu séparément afin d'évaluer son état psychologique, puis ajustait ses méthodes en fonction de ce qu'elle considérait comme des approches réussies ou infructueuses. Ce que Cordelia n'avait pas anticipé, c'est que sa cruauté systématique produisait quelque chose de plus dangereux que des individus brisés. Elle forgeait un groupe de personnes qui n'avaient plus rien à perdre, et toutes les raisons de chercher à se venger de ceux qui avaient détruit leur existence. En février 1823, des rumeurs concernant le bâtiment mystérieux et ses 7 occupants disparus commencèrent à circuler dans les quartiers des esclaves de la plantation principale. La famille Cain avait été, pendant des décennies, des membres respectés de la communauté, réputés pour leurs compétences, leurs liens familiaux solides et leur volonté d'aider les autres lors de maladies ou de crises personnelles. Leur disparition soudaine, combinée à l'interdiction stricte d'évoquer leur sort, avait créé un climat de peur et de suspicion parmi les personnes encore asservies. Martha Washington, une femme âgée qui servait depuis plus de 20 ans comme chef informel de la communauté, commença discrètement à rassembler des informations sur ce qui était arrivé à la famille disparue. Son rôle de cuisinière principale dans la grande maison lui permettait d'entendre des conversations entre Ravenscraftoft, sa nouvelle épouse, et leurs visiteurs, tandis que son statut respecté parmi la communauté asservie faisait d'elle un point de ralliement naturel pour les inquiétudes et les questions. Ce que Martha découvrit par une observation attentive et des enquêtes discrètes dressait un tableau bien plus troublant que la brutalité habituelle des plantations. Les 2 surveillants affectés au bâtiment isolé avaient été choisis spécifiquement pour leur réputation de cruauté et leur isolement par rapport à la communauté principale. Aucun des 2 n'avait de liens familiaux ou d'amitiés étroites susceptibles de créer des conflits de loyauté si on leur demandait de participer à des actes dépassant les punitions ordinaires. Plus inquiétantes encore étaient les fournitures livrées au bâtiment durant l'hiver. Martha avait observé des chariots transportant des objets inhabituels, des instruments médicaux semblant conçus pour infliger la douleur plutôt que pour soigner, des dispositifs de contention bien plus sophistiqués que l'équipement punitif classique, ainsi que de grandes quantités de matériaux suggérant un enfermement prolongé, plutôt que des mesures disciplinaires temporaires. Mais ce qui troublait peut-être le plus, c'étaient les sons que l'on pouvait parfois entendre en provenance du bâtiment isolé durant les nuits calmes de l'hiver. Plusieurs travailleurs rapportèrent avoir entendu des cris et des hurlements durant des heures, suivis de périodes de silence absolu qui paraissaient encore plus sinistres que les manifestations évidentes de la souffrance. Martha commença à organiser ce qu'elle appelait des cercles de prière, des réunions secrètes où les personnes asservies se retrouvaient pour discuter de leurs craintes et partager des informations sur la famille disparue. Ces rassemblements remplissaient plusieurs fonctions. Ils apportaient un soutien émotionnel à une communauté vivant dans la peur constante, facilitèrent l'échange d'informations utiles à la survie et favorisaient peu à peu un sentiment d'unité et d'objectifs communs, jusque-là empêché par la taille de la plantation et la diversité des origines de ses travailleurs. Grâce à ces rencontres, une image des activités de Cordelia émergea, bien au-delà de ce que les invités du mariage avaient entendu décrire comme de simples techniques de gestion innovantes. Les témoignages de ceux qui avaient observé le bâtiment à distance faisaient état d'une torture systématique, conçue non seulement pour punir,
mais pour briser l'esprit humain au point de rendre toute résistance ou pensée indépendante impossible. Les cercles de prière servirent également à préserver des informations qui auraient autrement pu être perdues ou oubliées. Martha insista pour que des récits détaillés de tout ce qu'ils apprenaient sur la famille disparue soient mémorisés par plusieurs personnes, garantissant que la preuve de ce qui se passait survivrait, même si ceux qui la détenaient étaient punis ou vendus à d'autres plantations. À mesure que l'hiver laissait place au printemps, ces réunions commencèrent à évoluer vers quelque chose de plus actif qu'un simple partage d'informations. La prise de conscience que le sort de la famille Cain pouvait frapper n'importe lequel d'entre eux à tout moment créa un sentiment d'urgence qui surpassa la prudence et la résignation habituellement associées à la vie sur la plantation. Pour la première fois dans l'histoire du domaine, les travailleurs asservis commencèrent à évoquer non seulement des stratégies de survie, mais aussi la possibilité d'une résistance active. Pendant ce temps, la rumeur du programme expérimental de la plantation Ravenscraftoft se répandait également dans la communauté blanche, bien que sous des formes très différentes des peurs murmurées dans les quartiers des esclaves. Plusieurs propriétaires de plantations des comtés voisins demandèrent à rencontrer Cordelia pour en apprendre davantage sur ses techniques de gestion innovantes, et l'on spéculait de plus en plus sur une adoption élargie de ces méthodes dans toute la région. Cet intérêt extérieur exerça une pression supplémentaire sur Cordelia pour produire des résultats concrets. Les 7 membres de la famille Cain n'étaient plus seulement des sujets de recherche personnelle. Ils étaient devenus une preuve de concept pour des méthodes censées révolutionner la gestion des plantations dans tout le sud d'avant-guerre. Leur effondrement psychologique total et leur transformation en travailleurs parfaitement obéissants devaient établir Cordelia comme une pionnière de l'efficacité plantationnaire. À l'inverse, tout échec risquait de discréditer ses méthodes et sa réputation auprès de l'élite des planteurs. La saison des semailles approchantes devait fournir l'épreuve ultime, déterminer si les sujets expérimentaux avaient réellement été transformés en travailleurs tels que Cordelia les avait promis. Mais tandis que les jours s'allongeaient et se réchauffaient, des événements étaient déjà en marche qui feraient en sorte que son expérience soit retenue pour des raisons bien différentes de celles qu'elle avait anticipées. Mars 1823 apporta une chaleur inhabituellement précoce dans le comté de Charleston, ainsi que les préparatifs intensifs précédant la saison des plantations de printemps. Partout sur le domaine, les travailleurs asservis préparaient les champs, réparaient les outils et organisaient les provisions pour les mois de labeur intensif qui détermineraient la récolte de coton et la réussite financière de l'année. Pour Cordelia, l'approche de la saison des semailles représentait l'aboutissement de son programme expérimental. Après 5 mois de manipulation psychologique systématique, les 7 membres de la famille Cain devaient être réintégrés à la main-d'œuvre générale de la plantation, où leur comportement transformé démontrerait l'efficacité de ces méthodes, tant à son mari qu'au nombre croissant de propriétaires intéressés par des programmes similaires. Mais les personnes soumises à l'expérience de Cordelia avaient subi une transformation bien différente de celle qu'elle avait prévue. Plutôt que de devenir des travailleurs brisés et dociles, entièrement focalisés sur leurs tâches assignées, elles avaient développé quelque chose de bien plus dangereux, une compréhension partagée, selon laquelle leur survie dépendait de l'élimination de la source de leur tourment, quelles qu'en soient les conséquences. Cette transformation commença avec David Cain, le plus jeune des enfants adultes, dont les qualités naturelles de leadership en avaient en fait une cible privilégiée des techniques de manipulation psychologique de Cordelia. Les tentatives répétées de briser son esprit par la punition et l'isolement avaient au contraire nourri une intelligence froide et calculatrice, entièrement tournée vers la recherche de moyens de frapper en retour ceux qui avaient détruit sa famille. Travaillant dans l'isolement, privé de communication avec ses proches, David passa les mois d'hiver à mémoriser chaque détail de la configuration du bâtiment, les routines des surveillants et les schémas des visites de Cordelia. Il observa quelles portes restaient déverrouillées à différents moments de la journée, où étaient entreposés les outils et les armes potentielles et comment le son se propageait entre les différentes parties du bâtiment. Plus important encore, David trouva des moyens de communiquer avec les membres de sa famille malgré les protocoles d'isolement élaborés par Cordelia. Grâce à un système de sons codés, de messages dissimulés et de gestes minutieusement synchronisés, la famille Cain maintint le contact et commença à coordonner ses réponses aux exigences de leur geôlier. Ce qui semblait être l'effondrement progressif des liens familiaux était en réalité la naissance d'une conspiration sophistiquée, centrée sur un objectif unique, la fuite
ou la vengeance. Le point de rupture survint le 15 mars, lorsque Cordelia décida de mettre en œuvre ce qu'elle appelait le test final d'intégration. La fille de 6 ans de Mary Kane, la petite Sarah, devait être séparée définitivement de sa mère et affectée au travail dans la maison principale où sa mère pourrait la voir chaque jour sans jamais pouvoir lui adresser la parole. Cette séparation, expliqua Cordelia à ses surveillants, devait démontrer si le conditionnement psychologique avait réussi à éliminer les attachements émotionnels jugés incompatibles avec l'efficacité du travail. Mais lorsque les surveillants vinrent rechercher Sarah ce matin-là, ils découvrirent une famille Kane, prête à toute autre chose qu'à une obéissance passive. Les mois de torture systématique les avaient effectivement transformés, mais non en travailleurs brisés et soumis. Ils étaient devenus une unité coordonnée, entièrement tournée vers la survie et la rétribution, n'ayant plus rien à perdre, et ne croyant plus que la soumission puisse les protéger d'une cruauté supplémentaire. La confrontation débuta lorsque David Kane refusa de laisser les surveillants emmener sa nièce. Sa défiance n'était pas la résistance désespérée d'un homme agissant sur un coup de tête, mais le défi calculé de quelqu'un qui s'était préparé à cet instant pendant des mois. Lorsque le premier surveillant leva la main pour frapper David en raison de son insubordination, il se retrouva face non pas à un seul homme, mais à la résistance combinée de 7 personnes qui avaient décidé que la mort valait mieux qu'une torture prolongée. Ce qui suivit ne fut pas la violence chaotique de gens désespérés, mais l'exécution méthodique d'un plan élaboré au fil de mois d'observation attentive et de préparation. La famille Kane avait identifié les faiblesses de ses geôliers, appris les vulnérabilités du bâtiment et accepté les conséquences d'une résistance active. Lorsque le moment arriva, ils étaient prêts. Les 2 surveillants chargés de leur garde étaient aguerris au contrôle d'individus isolés par l'intimidation et la punition. Ils n'étaient là pas préparés à faire face à une résistance coordonnée de la part d'un groupe qui ne craignait plus la mort. En quelques minutes, les 2 hommes étaient morts, tués non dans un accès de rage, mais par l'application précise d'outils et de techniques planifiées par David et sa famille, avec la même rigueur que celle employée par Cordelia pour concevoir leur supplice. Mais l'élimination de leurs geôliers immédiats n'était que le début de ce que la famille Kane avait prévu pour ce jour-là. Pendant des mois, ils avaient écouté les visites quotidiennes de Cordelia, mémorisé ses habitudes et attendu l'occasion d'affronter la personne véritablement responsable de leur souffrance. Et au matin du 15 mars, ils savaient exactement où la trouver. Cordelia Ravenscraft commença la journée du 15 mars avec la même approche méthodique qu'elle appliquait à chaque aspect de son programme expérimental. Après le petit déjeuner pris avec son mari dans la salle à manger de la maison principale, elle rassembla ses notes d'observation quotidienne, prépara le matériel nécessaire au test final d'intégration et emprunta le sentier familier à travers la forêt de pins, menant au bâtiment isolé où ses sujets attendaient son arrivée. L'air du matin portait le parfum doux des premières fleurs de printemps et les sons de la plantation s'éveillant pour une nouvelle journée. Les travailleurs des champs étaient déjà à l'œuvre, préparant la saison des semailles. Leurs voix et le bruit de leurs outils formaient un fond sonore d'activité productive qui renforçait la conviction de Cordelia que ces méthodes allaient bientôt révolutionner la gestion des plantations dans tout le Sud. Elle avançait d'un pas assuré, comme quelqu'un qui n'avait jamais rencontré de résistance qu'elle ne puisse vaincre par une planification minutieuse et l'application systématique de la pression. Les 5 mois de son programme expérimental s'étaient déroulés exactement comme prévu, chaque sujet manifestant le type précis de transformation psychologique censé faire de lui un travailleur idéal une fois réintégré à la main-d'œuvre générale de la plantation. Ce que Cordelia découvrit en atteignant le bâtiment fut une scène destinée à hanter les cauchemars de tous ceux qui la verraient. Les 2 surveillants gisaient morts dans la salle centrale d'instruction, tués à l'aide d'outils et de techniques, révélant à la fois une planification rigoureuse et une connaissance intime de l'anatomie humaine. Mais plus troublante encore que leur mort était la preuve de la préparation systématique entourant leur corps. La famille Kane avait utilisé ces mois de captivité pour transformer le bâtiment en quelque chose de radicalement différent de ce que Cordelia avait imaginé. Des outils avaient été modifiés pour devenir des armes, des voies d'évasion avaient été préparées et des provisions rassemblées en vue d'une confrontation soigneusement planifiée plutôt que d'un acte de violence spontané. Le plus perturbant de tout fut la prise de conscience que les 7 personnes qu'elle croyait brisées et soumises l'avaient en réalité observée, étudiée, avaient appris ses routines, analysé ses failles
et préparer ce moment avec la même précision méthodique qu'elle avait mise à concevoir leur souffrance. David Kane se tenait au centre de la salle d'instruction, non plus l'individu psychologiquement détruit que Cordelia pensait avoir façonné, mais un homme dont l'intelligence et la détermination étaient entièrement tournées vers la survie et la rétribution. Sa famille se tenait à ses côtés, disposée non pas dans le désordre de personnes désespérées, mais dans la formation coordonnée de ceux qui avaient planifié chaque détail de ce qui allait suivre. « Maîtresse Cordelia », dit David, d'une voix dépourvue de toute déférence ou soumission que 5 mois de torture auraient dû inculquer. « Nous vous attendions. Nous avons quelque chose à discuter. » Ce qui suivit ne fut pas une conversation au sens habituel du terme, mais la présentation méthodique d'un dossier que la famille Kane avait préparé durant des mois d'observation et d'analyse. Ils avaient documenté chaque aspect du programme expérimental de Cordelia, mémorisé chaque détail de ses méthodes et élaboré un récit complet de ce qui leur avait été infligé et des raisons de ses actes. Mais leur objectif n'était pas seulement de confronter leur bourreau à la preuve de sa cruauté. La famille Kane avait compris que le programme de Cordelia était destiné à servir de modèle à une mise en œuvre plus large, et que leur souffrance devait établir des méthodes appelées à être appliquées à des personnes asservies dans toute la région. Leur fuite ne sauverait personne d'autre s'ils ne prenaient pas des mesures pour s'assurer que ces méthodes disparaissent avec le programme de Cordelia. David Kane était devenu quelque chose de bien plus dangereux qu'un esclave rebelle. Il était devenu quelqu'un qui comprenait parfaitement le fonctionnement du système plantationnaire, capable d'anticiper les réactions des autorités face à une rébellion et d'élaborer un plan global, non seulement pour s'échapper, mais pour faire parvenir des preuves des expériences de Cordelia à des personnes en mesure d'agir, afin d'empêcher l'apparition de programmes similaires. La confrontation de ce matin-là ne fut pas une explosion désespérée de violence, mais l'exécution calculée d'une forme de justice par des individus que la souffrance avait transformé en quelque chose que leurs oppresseurs n'avaient jamais anticipé. Lorsque le corps de Cordelia fut découvert plus tard dans la journée, la manière de sa mort racontait une histoire que les autorités passeraient des décennies à tenter d'étouffer. Mais le plan de la famille Kane allait bien au-delà d'une vengeance personnelle. Ils avaient préparé des preuves, rassemblé des documents et établi des contacts afin de garantir que leur histoire parvienne à des oreilles extérieures aux autorités locales, potentiellement enclines à dissimuler des scandales susceptibles de ternir la réputation de familles de planteurs influentes. Le colonel Thaddeus Ravencraftoft découvrit le corps de son épouse aux alentours de 14 heures, le 15 mars, lorsque son absence prolongée après sa visite quotidienne au centre expérimental suscita l'inquiétude. Ce qu'il trouva dans le bâtiment isolé bouleversa non seulement sa compréhension des activités de sa femme, mais aussi toute la trajectoire de sa vie et l'héritage de son nom. Cordelia gisait dans la salle centrale d'instruction, entourée de preuves du programme expérimental qui avait monopolisé son attention durant les 5 mois précédents. Mais au lieu d'une scène de violence désordonnée telle que l'on aurait pu l'attendre après une rébellion, Ravencraftoft découvrit quelque chose de bien plus troublant. Une documentation systématique et une présentation méthodique des preuves révélant la véritable nature de ce que son épouse avait infligé aux 7 membres de la famille Kane. Le bâtiment lui-même avait été transformé en ce qui ne pouvait être décrit que comme un musée de la cruauté. Chaque outil, chaque dispositif de contention et chaque technique de manipulation psychologique étant soigneusement disposé et étiqueté afin de démontrer l'ampleur et la cohérence du programme expérimental de Cordelia. Des documents écrits, y compris les notes détaillées de Cordelia elle-même, avaient été organisés de manière à ne laisser aucun doute quant au caractère délibéré et systématique des actes commis contre la famille disparue. Plus troublant encore se trouvait un récit écrit exhaustif, manifestement rédigé sur plusieurs semaines, décrivant non seulement ce qui avait été infligé à la famille Kane, mais aussi les projets de Cordelia visant à étendre ses méthodes à l'ensemble de la plantation, ainsi que sa correspondance avec d'autres propriétaires intéressés par des programmes similaires. Ce document révélait que ce que Ravencraftoft croyait être une expérience isolée était en réalité conçu comme la base d'une transformation régionale des méthodes de gestion des plantations. La famille Kane avait totalement disparu, ne laissant derrière elle que les preuves de ses mois de souffrance et l'indication claire que sa fuite avait été planifiée avec la même rigueur systématique que le reste de la confrontation. Il n'avait rien emporté appartenant à la plantation, n'avait rien détruit au-delà de ce qui était nécessaire pour neutraliser leur geôlier
et avait laissé un dossier complet rendant toute tentative de dissimulation extrêmement difficile. La préoccupation immédiate de Ravenscraft-Toft fut d'empêcher que la découverte ne devienne publique et ne ruine non seulement sa propre réputation, mais aussi celle de tous les propriétaires associés au programme expérimental de Cordelia. En l'espace de quelques heures, il envoya des messagers de confiance avertir d'autres membres de l'élite des planteurs du scandale potentiel et solliciter leur aide pour contrôler le récit. La réponse fut rapide et coordonnée. Dès le soir, des représentants de certaines des familles les plus puissantes de Caroline du Sud arrivèrent à la plantation Ravenscraft-Toft afin d'évaluer la situation et d'élaborer des stratégies visant à empêcher que la vérité sur le programme expérimental de Cordelia n'atteigne les autorités ou la presse, qui auraient pu s'en servir pour attaquer l'ensemble du système plantationnaire. Ce qu'ils découvrirent constituait une preuve si accablante que les méthodes traditionnelles de dissimulation se révélèrent insuffisantes. La nature systématique de la cruauté de Cordelia, l'implication d'autres propriétaires de plantations dans la planification de programmes similaires et la documentation exhaustive laissée par la famille Kane faisaient peser des risques allant bien au-delà de la simple atteinte à des réputations individuelles. Il fut décidé de mettre en œuvre ce qu'ils appelèrent une suppression globale, un effort coordonné impliquant les forces de l'ordre local, les journaux régionaux et les autorités politiques au niveau de l'État. La version officielle serait que Cordelia Ravenscraft-Toft avait été tuée lors d'une révolte d'esclaves aléatoire, rapidement réprimée, les responsables ayant été capturés et exécutés afin d'empêcher des incidents similaires. Mais créer un récit alternatif crédible nécessitait d'éliminer toute trace du programme expérimental, y compris le bâtiment lui-même, et toute personne ayant connaissance de ce qui s'était réellement produit. Au cours des semaines suivantes, une campagne systématique d'intimidation, de corruption et de menaces fut mise en place afin de garantir que personne ayant vu des preuves des activités de Cordelia ne puisse ou n'ose transmettre ces informations à des autorités extérieures. Les 2 surveillants tués furent présentés comme des victimes d'une violence non provoquée, sans aucune mention de leur rôle dans le programme expérimental. Les 7 membres de la famille Kane furent déclarés capturés et exécutés, bien qu'aucun corps ne fût jamais présenté et qu'aucune exécution publique n'ait eu lieu. Le bâtiment isolé fut entièrement démantelé, ses matériaux brûlés et dispersés, afin d'éliminer toute preuve matérielle de ce qui s'y était déroulé. Plus important encore, le récit écrit exhaustif laissé par la famille Kane fut jugé trop dangereux pour être conservé sous quelque forme que ce soit. Plusieurs copies semblaient avoir été préparées, et retrouver chacune d'elles nécessiterait des ressources et une coordination dépassant les frontières des États, impliquant des individus dont la propre réputation dépendait de l'ensevelissement de la vérité. Ce que les conspirateurs n'avaient pas anticipé, c'est que leurs efforts pour supprimer les preuves du programme expérimental de Cordelia allaient créer précisément le type de mystère et de spéculation qui permettrait à l'histoire de survivre pendant des générations. Leur succès à éliminer les archives officielles transforma la tragédie de la plantation Ravenscraft-Toft en une légende chuchotée dans les quartiers d'esclaves et lors de réunions abolitionnistes pendant des décennies. L'opération de dissimulation coordonnée qui suivit la mort de Cordelia parvint à empêcher une révélation publique immédiate de son programme expérimental, mais elle ne put empêcher la destruction systématique de tout ce que la famille Ravenscraft-Toft avait bâti sur 2 générations. En l'espace de quelques mois après l'incident du 15 mars, des forces furent mises en mouvement qui réduisirent le colonel Thaddeus Ravenscraft-Toft, autrefois l'un des planteurs les plus respectés de Caroline du Sud, à un homme brisé dont le nom de famille deviendrait synonyme de scandale et de honte. Le premier signe de l'échec de la dissimulation apparut à la fin du mois d'avril, lorsque des lettres anonymes commencèrent à parvenir aux rédactions de journaux abolitionnistes dans tout le Nord. Ces lettres contenaient des descriptions détaillées du programme expérimental de Cordelia, accompagnées d'informations qui ne pouvaient provenir que de quelqu'un possédant une connaissance intime à la fois du fonctionnement de la plantation et des efforts de dissimulation qui avaient suivi. Les lettres étaient manifestement rédigées par une personne instruite, dotée d'une compréhension sophistiquée de la manière de présenter des preuves de façon crédible à des lecteurs sceptiques. Elles incluaient des détails précis sur l'agencement des plantations, les noms des surveillants, des descriptions de l'équipement utilisé dans le programme expérimental et, plus accablant encore, des citations directes de la correspondance entre Cordelia et d'autres propriétaires de plantations
ayant exprimé leur intérêt pour la mise en œuvre de méthodes similaires. Ces révélations furent d'autant plus dévastatrices qu'elles survinrent à un moment clé. Le mouvement abolitionniste gagnait rapidement en influence dans le Nord et des preuves de programmes de torture systématiques dans les plantations du Sud fournissaient exactement la documentation nécessaire pour étayer les arguments dénonçant la brutalité inhérente au système esclavagiste. En quelques semaines, l'affaire de la plantation Ravenscroft devint un élément central des publications et des tournées de conférences anti-esclavagistes. Mais la destruction la plus profonde vint de l'intérieur même de la communauté des planteurs du Sud. Les propriétaires associés au programme expérimental de Cordelia se retrouvèrent confrontés à des questions auxquelles ils ne pouvaient répondre sans admettre leur propre implication dans la planification d'une torture systématique. Un à un, ils se distancièrent de Ravenscroft, rompirent des relations commerciales et propagèrent des rumeurs visant à rejeter l'entière responsabilité sur le colonel et son épouse décédée. À l'été 1823, Ravenscroft était effectivement exclu des réseaux sociaux et économiques qui constituaient le socle de la société plantationnaire. Les banques, autrefois en concurrence pour obtenir ces affaires, trouvèrent soudain des prétextes pour exiger le remboursement immédiat des prêts ou refuser toute prolongation de crédit. Les commerçants qui fournissaient des marchandises depuis des décennies réclamèrent désormais un paiement comptant pour des biens autrefois obtenus à crédit saisonnier. Plus dévastateur encore, d'autres propriétaires commencèrent à dissuader activement leurs travailleurs asservis de tout contact avec la plantation Ravenscroft, la présentant comme une source d'idées dangereuses de résistance et de rébellion. La pression économique s'accompagna d'un isolement politique qui rendit la situation du colonel de plus en plus précaire. Son grade militaire, qui lui avait autrefois ouvert les portes de l'establishment politique de Caroline du Sud, devint un handicap, les responsables craignant que toute association avec lui ne nuise à leur propre réputation. Les invitations mondaines cessèrent d'arriver. Les partenariats commerciaux se dissolvaient sans explication, et d'anciens amis trouvèrent des excuses pour éviter toute rencontre susceptible d'être remarquée. Mais l'impact le plus profond se fit sentir parmi la population asservie de la plantation. La rumeur de la résistance réussie de la famille Cain s'était propagée dans toute la région, créant ce que les autorités qualifièrent de agitation dangereuse, parmi des personnes qui, jusque-là, avaient accepté leurs conditions avec résignation. La plantation Ravenscroft devint un symbole de résistance victorieuse. Maintenir le contrôle sur les travailleurs restants exigea des mesures de sécurité de plus en plus coûteuses, aggravant encore une situation financière déjà déclinante. Martha Washington, la cuisinière âgée qui avait organisé les cercles de prière durant l'hiver, était devenue bien plus qu'une simple figure communautaire. Ses efforts pour documenter et préserver les informations sur le sort de la famille Cain avaient évolué en un vaste réseau de renseignements s'étendant sur plusieurs plantations et jusque dans les communautés noires libres de Charleston. Par ce réseau, des informations détaillées sur les vulnérabilités des plantations, les faiblesses des surveillants et les opportunités de résistance étaient partagées et coordonnées d'une manière sans précédent. Ce qui avait commencé comme une tentative de préserver la mémoire de 7 personnes torturées était devenu la base d'activités de résistance organisée qui terrorisaient les propriétaires de plantations dans toute la région. Le coup final porté à la dynastie Ravenscroft survint à l'automne 1823 lorsqu'une série d'incidents coordonnés à travers plusieurs plantations démontra que la résistance de la famille Cain avait inspiré quelque chose de bien plus dangereux que des révoltes isolées. Des surveillants commencèrent à disparaître, du matériel fut saboté de manière systématique et des récoltes furent détruites selon des méthodes révélant une planification minutieuse plutôt qu'une violence aléatoire. Ce qui alarma le plus les autorités fut la preuve que ces actions étaient coordonnées par des individus possédant une connaissance approfondie du fonctionnement des plantations, des procédures de sécurité et des vulnérabilités personnelles des propriétaires et des surveillants. La nature systématique des attaques suggérait qu'une personne dotée d'une compréhension intime du système plantationnaire dirigeait des actions destinées à le détruire de l'intérieur. Les tentatives du colonel Ravenscroft pour maintenir le contrôle de sa propre plantation devinrent de plus en plus désespérées et coûteuses. Il engagea des surveillants supplémentaires, mit en place de nouvelles mesures de sécurité et construisit même des bâtiments fortifiés destinés à se prémunir contre des attaques coordonnées. Mais chaque nouvelle précaution exigeait des ressources qu'ils ne pouvaient plus se permettre, tout en démontrant à la population asservie restante que leur résistance produisait l'effet escompté.
En décembre 1823, la plantation qui avait autrefois fait la fierté du comté de Charleston ressemblait davantage à un camp retranché. Des gardes patrouillaient en permanence. Les travailleurs étaient confinés à leur quartier, en dehors des périodes de travail surveillées, et une atmosphère de peur et de suspicion rendait toute production efficace presque impossible. La récolte de coton avait échoué totalement. Le bétail avait été perdu à la suite de sabotages méthodiques, et les bâtiments eux-mêmes portèrent les marques de destruction délibérée survenues malgré une surveillance constante. La fin ne vint pas par une confrontation spectaculaire, mais par la simple arithmétique de l'effondrement financier. Ravenscraft ne pouvait plus assumer le coût des mesures de sécurité nécessaires pour protéger sa plantation, mais il ne pouvait pas non plus se permettre de les réduire sans risquer une destruction totale, semblable à celle subie par d'autres propriétés de la région. Confronté à la faillite et à la certitude que sa situation ne ferait qu'empirer, il prit la décision qui acheva de détruire l'héritage de sa famille. Le 3 janvier 1824, le colonel Thaddeus Ravenscraft fit une annonce qui provoqua une onde de choc au sein de l'élite des planteurs de Caroline du Sud et fournit aux abolitionnistes la preuve finale nécessaire pour documenter la brutalité systématique au cœur du système plantationnaire. Debout dans le salon de son manoir en ruine, entouré de meubles qui seraient bientôt vendus pour payer ses créanciers, il confessa toute la vérité sur le programme expérimental de son épouse et sur son propre rôle dans la dissimulation de ses crimes. Cette confession n'était pas motivée par le remords, ni par un réveil moral, mais par la reconnaissance calculée que ses ennemis détenaient déjà suffisamment d'informations pour le détruire totalement. Tandis que ses anciens alliés l'avaient abandonné afin de protéger leurs propres intérêts, Ravenscraft espérait, en contrôlant le récit de sa chute, préserver un reste de dignité et s'assurer que d'autres personnes ayant participé à la planification de programmes expérimentaux similaires auraient à répondre de leur implication. Ce que Ravenscraft révéla mit au jour un réseau de correspondance et de collaboration s'étendant bien au-delà de sa propre plantation. Le programme expérimental de Cordelia avait été conçu comme un projet pilote, destiné à des méthodes devant être appliquées sur des dizaines de plantations en Caroline du Sud, en Géorgie et en Alabama. Les techniques de torture systématique qu'elle avait développées étaient appelées à devenir des pratiques standards, censées révolutionner la gestion des plantations et accroître les profits en brisant l'esprit humain de manière si complète que toute résistance deviendrait psychologiquement impossible. La confession incluait des noms, des dates et des détails précis concernant d'autres propriétaires de plantations ayant fourni financement, conseils et ressources aux expériences de Cordelia. Elle révélait que les techniques de gestion innovantes évoquées lors du mariage étaient l'aboutissement de mois de coordination entre certaines des familles les plus influentes du Sud, toutes prêtes à mettre en œuvre des programmes similaires sur leur propre domaine, une fois l'efficacité des méthodes de Cordelia démontrée. Plus accablante encore, la confession de Ravenscraft révélait que les autorités locales, shérifs, juges et responsables politiques avaient été informés du programme expérimental et avaient accepté d'offrir une protection contre toute conséquence judiciaire en échange de la promesse que les techniques réussies seraient partagées avec leurs propres intérêts économiques. La dissimulation ayant suivi la mort de Cordelia avait impliqué des parjures coordonnées, la destruction de preuves et l'intimidation de témoins, à des niveaux atteignant les plus hautes sphères du gouvernement de l'État. Mais la confession révéla également des éléments que Ravenscraft n'avait probablement pas l'intention de rendre publics. Des détails concernant la fuite de la famille Cain montrèrent que leur résistance avait été bien plus sophistiquée et étendue que ce que l'on avait soupçonné. Selon des documents récupérés lors de son enquête sur les événements du 15 mars, les 7 membres de la famille n'avaient pas simplement fui vers la liberté, mais avaient établi des contacts avec des réseaux abolitionnistes, leur permettant de fournir des renseignements détaillés sur les vulnérabilités des plantations dans toute la région. David Cain, le jeune homme dont le leadership avait coordonné la résistance familiale, semblait posséder des capacités dépassant largement ce que tout propriétaire de plantation avait pu imaginer. Sa compréhension des faiblesses du système plantationnaire, sa capacité à nouer des liens au-delà des frontières raciales et sociales, ainsi que son talent pour organiser des actions de résistance coordonnées, faisèrent de lui une figure sans précédent dans le Sud d'avant-guerre. Une personne réduite en esclavage, devenue une menace stratégique pour l'ensemble du système de servitude humaine. Le réseau de renseignements que David Cain avait mis en place fournissait des informations facilitant des activités de résistance,
des routes d'évasion et même des actes de sabotage économique coordonnés au-delà des frontières des États. Des propriétaires de plantations n'ayant jamais entendu parler du programme expérimental de Ravenscraft se retrouvèrent confrontés à des pannes d'équipement, à des maladies des cultures et à des problèmes de fiabilité de la main-d'œuvre sur plusieurs domaines simultanément, d'une manière suggérant une coordination délibérée. La confession révélait que les autorités avaient retracé certaines de ces activités jusqu'à des contacts dans des villes du Nord, où d'anciens esclaves fournissaient informations et ressources permettant des opérations de résistance de plus en plus sophistiquées. La famille Cain ne s'était pas contentée de s'échapper. Elle était devenue partie intégrante d'un réseau croissant, utilisant sa connaissance intime du fonctionnement des plantations pour saper systématiquement les fondements économiques de l'esclavage. Ce qui terrifiait davantage les autorités sudistes que des révoltes isolées, c'était la preuve que des personnes asservies développaient des capacités d'organisation et de réflexion stratégique, jusque-là jugées impossibles sous le joug de la servitude. L'affaire Ravenscraft avait démontré que la cruauté systématique destinée à briser l'esprit humain pouvait au contraire forger des individus bien plus dangereux que des travailleurs dociles. La révélation la plus choquante de la confession concernait le sort final de Cordelia elle-même. Selon des documents découverts mais initialement dissimulés par Ravenscraft, son épouse n'avait pas été tuée lors de la confrontation du 15 mars. Elle avait été capturée vivante par la famille Cain, qui l'avait soumise à une démonstration psychologique soigneusement planifiée de ses propres techniques expérimentales, avant de la laisser mourir de blessures infligées avec la même précision méthodique que celle qu'elle avait utilisée pour torturer autrui. Les preuves suggéraient que Cordelia avait passé ses dernières heures à subir chacune des méthodes qu'elle avait conçues pour briser l'esprit humain, administrées par des personnes connaissant intimement ses procédés et animées d'une détermination totale à lui faire comprendre la souffrance de ses victimes. Sa mort ne fut ni rapide, ni clémente, mais une leçon complète sur les conséquences du fait de traiter d'autres êtres humains comme des sujets d'expérimentation voués à la cruauté systématique. Cette histoire nous rappelle que les plus grandes horreurs de l'histoire américaine ne sont souvent pas nées de forces surnaturelles, mais de la cruauté calculée que des êtres humains s'infligent lorsqu'ils se convainquent que certaines vies comptent moins que d'autres. Que pensez-vous de ce récit? Croyez-vous que toute la vérité a été révélée? Ou pensez-vous que des secrets restent encore enfouis dans les archives du comté de Charleston? Laissez votre commentaire ci-dessous. Si cette histoire vous a marqué et que vous souhaitez découvrir d'autres récits sombres, abonnez-vous, activez les notifications et partagez-la avec quelqu'un qui aime les mystères. La plantation Ravenscraft fut abandonnée en février 1824. Ces bâtiments furent laissés à l'abandon, tandis que les créanciers se disputaient des actifs insuffisants pour couvrir les dettes du colonel. Thaddeus Ravenscraft lui-même disparut peu après sa confession, certains affirmant qu'il s'était enfui au Mexique, d'autres qu'il avait mis fin à ses jours, plutôt que d'affronter les conséquences de ces révélations. Mais le véritable héritage de l'affaire Ravenscraft dépassa largement la ruine d'une seule famille. Le programme expérimental conçu par Cordelia et le réseau de résistance inspiré par la famille Cain devinrent des symboles influençant à la fois le mouvement abolitionniste et l'évolution des pratiques de gestion des plantations durant la période d'avant-guerre. Dans le Nord, les récits détaillés des méthodes de torture systématique de Cordelia fournirent aux abolitionnistes des preuves soutenant leurs arguments sur la brutalité intrinsèque de l'esclavage. La confession Ravenscraft devint une lecture incontournable dans les cercles anti-esclavagistes et contribua à convaincre des observateurs jusque-là neutres que le système plantationnaire était fondamentalement incompatible avec les valeurs chrétiennes et les principes américains de dignité humaine. Plus importante encore, l'histoire de la résistance victorieuse de la famille Cain devint une source d'inspiration pour des personnes asservies dans tout le Sud, jusque-là convaincues que leur situation était immuable. Le fait de savoir que 7 individus avaient non seulement survécu à une torture systématique, mais avaient réussi à s'échapper et à mettre en place des réseaux d'entraide démontra que la résistance restait possible même dans les conditions les plus oppressives. Les réseaux de renseignement établis par David Cain continuèrent d'opérer bien après l'effondrement de la plantation Ravenscraft, fournissant informations et ressources facilitant des routes d'évasion, des actions de résistance et des sabotages économiques, contribuant à l'instabilité croissante du système esclavagiste. Dans les années 1850, les propriétaires de plantations de toute la région furent confrontés à des difficultés
suggérant une opposition coordonnée plutôt que de simples révoltes isolées. Peut-être plus significatif encore, l'affaire Ravencraftoft démontra que la cruauté systématique destinée à briser l'esprit humain pouvait au contraire forger des individus capables de devenir des stratèges redoutables. Les 7 membres de la famille Cain avaient été transformés par leur souffrance en penseurs capables d'identifier les vulnérabilités du système plantationnaire et de frapper d'une manière que leurs bourreaux n'avaient jamais anticipée. La plantation Ravencraft abandonnée devint un lieu de curiosité et une source de légendes locales qui persistèrent bien au-delà du XIXe siècle. On racontait que des lumières mystérieuses apparaissaient dans les ruines de la maison principale, que des sons inexpliqués provenèrent de l'endroit où s'élevait autrefois le bâtiment expérimental, et que des silhouettes erraient parmi les champs de coton envahis par la végétation, semblant chercher quelque chose que le temps n'avait pas effacé. Mais peut-être l'héritage le plus durable de la tragédie de Ravencraftoft réside-t-il dans la démonstration que les plus grandes horreurs de l'histoire humaine ne naissent souvent pas de forces surnaturelles, mais des décisions calculées d'individus qui se convainquent que certaines vies comptent moins que d'autres. La torture systématique conçue par Cordelia n'était ni le fruit de la maladie mentale, ni celui d'une passion soudaine, mais le résultat d'une planification minutieuse menée par des personnes instruites et socialement influentes, ayant rationalisé la cruauté comme une innovation économique. Les documents ayant survécu à la tentative de dissimulation, aujourd'hui dispersés dans des archives allant de Charleston à Boston, continuent d'offrir aux historiens des preuves précieuses du fonctionnement du système plantationnaire et du développement des réseaux de résistance en réponse à une oppression systématique. Les « papiers Ravencraft », comme on en vint à les appeler, offrent un éclairage rare à la fois sur les calculs brutaux qui ont soutenu l'asservissement humain et sur les stratégies sophistiquées développées par les personnes réduites en esclavage pour résister et, à terme, saper le pouvoir de leurs oppresseurs. Aujourd'hui, le site où se trouvait autrefois la plantation Ravencraftoft n'est marqué que par des pierres de fondation et un panneau historique proposant un récit aseptisé de l'importance agricole du domaine pour la région. Mais pour ceux qui savent tout regarder, des traces subsistent du bâtiment expérimental où 7 personnes endurèrent des mois de torture systématique avant de transformer leur souffrance en fondement d'un réseau de résistance qui contribuerait à l'effondrement progressif du système qui les avait asservis. La véritable histoire du colonel Thaddeus Ravencraftoft et du cadeau de mariage de son épouse, 7 êtres humains, nous rappelle que les ombres du passé américain continuent de façonner notre présent, et que les leçons historiques les plus importantes naissent souvent de la confrontation avec les vérités les plus inconfortables sur ce que les êtres humains sont capables de s'infliger les uns aux autres. Lorsque des systèmes de pouvoir parviennent à convaincre que la cruauté peut être justifiée, ils la présentent comme du progrès.